Mes chers collègues, Monsieur Daniel Laurent. Ah. Bonjour. Non. Je vois que la commission est en forme pour vous accueillir, Monsieur le Président. Je m'en réjouis, Madame la Présidente. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Philippe Wahl, Président directeur général du groupe La Poste, depuis maintenant 8 ans, Monsieur le Président directeur général. 9 ans et demi. 9 ans et demi, alors 9 ans et demi. Donc vous êtes régulièrement auditionné ici au Sénat par nos rapporteurs, mais votre dernière audition plénière devant notre commission des affaires économiques date du 8 avril 2020. Nous étions alors au début du confinement. La crise sanitaire et les mesures qui ont été prises pour faire face ont eu des effets et des conséquences importantes sur les activités postales et la continuité des services publics, et notamment en matière de distribution de la presse. Surtout, ces 3 dernières années ont accéléré la baisse tendancielle des volumes de courriers échangés, vous nous en parlerez, et par conséquent la transformation et la diversification de la Poste en un groupe multi-activités, en un groupe international, action que vous aviez d'ailleurs engagée et portée bien avant la Covid. Le nombre de lettres transportées et distribuées est en effet passé de un peu plus de 18 milliards en 2008 à un peu plus de 7 milliards en 2021. Vous nous actualiserez probablement ces chiffres en 2022, mais je ne crois pas qu'ils aient changé la tendance. C'est un bouleversement évidemment majeur qui n'est pas propre à la France. C'est une nouvelle donne qui suppose que la Poste se transforme et l'activité courrier ne représente plus qu'un peu plus de 17% du chiffre d'affaires du groupe, alors que votre chiffre d'affaires, lui, est en forte hausse, pratiquement 35 milliards en 2021. Je n'ai que les chiffres 2021, Monsieur le Président. Vous nous actualiserez probablement cela. Malgré ce chiffre d'affaires en hausse, la Poste demeure déficitaire sur les comptes des 4 missions de service public que vous exercez. Selon les dernières données dont nous disposons, le déficit brut cumulé de ces 4 missions est estimé à environ 1 milliard 690 millions d'euros pour 2021. Après la prise en compte des 4 compensations budgétaires annuelles versées par l'État, le déficit net cumulé est réduit, si j'ose dire, à environ 570 millions d'euros. Face à cette situation, le montant de l'aide financière versée par l'État à la Poste est désormais inédit, 1 milliard 120 millions d'euros. Cette évolution s'explique notamment par la décision du gouvernement de verser jusqu'en 2025 une compensation budgétaire annuelle du déficit du service universel postal. Et au Sénat, nous avons été attentifs à ce que cette compensation soit à la fois légitime mais réelle. Si je prends le temps de rappeler les principaux chiffres et ordres de grandeur à garder en tête, c'est parce que les réformes nouvellement annoncées en ce début d'année et quelquefois souvent critiquées, s'inscrivent pleinement dans ce contexte financier. En contrepartie des compensations budgétaires versées, le gouvernement a en effet demandé à la Poste de poursuivre ses efforts de modernisation, de réduction des coûts et de recherche de gains de productivité. De notre point de vue, au regard de l'importance du soutien public dont bénéficie désormais la Poste, je le répète avec l'appui du Sénat, il me semble que nous pouvons être exigeants, notamment en matière de qualité de service et de présence territoriale. Ainsi, la nouvelle réforme des services d'envoi postaux, entrée en vigueur depuis le 1er janvier, consacrant de façon, j'allais dire, emblématique la suppression du timbre rouge, devrait permettre de réaliser jusqu'à 500 millions d'euros d'économies par an. Monsieur le Président, pourriez-vous nous présenter les grandes lignes de cette réforme et quelles seront précisément et où allez-vous faire ces économies? Est-ce que cela se traduira par des suppressions d'effectifs supplémentaires et de nouvelles fermetures sur votre réseau de distribution? Nous nous interrogeons notamment sur les économies liées à l'optimisation des tournées de distribution des facteurs. L'annonce de cette expérimentation des nouvelles tournées de distribution sur 68 sites a particulièrement fait réagir tout le monde, on va dire, nous également. Une annonce qui, je le rappelle tout de même, est intervenue sans concertation préalable avec les élus, avec les maires des communes et des villes concernées, ce qui, Monsieur le Président, pose un petit problème, pour ne pas dire un sérieux problème de méthode. Sur le fond, si nous comprenons bien, la logique est désormais la suivante. Le facteur ne s'arrêtera plus chaque jour à chaque boîte aux lettres,
mais le courrier à distribuer sera regroupé. En revanche, ce que nous comprenons moins, c'est l'assiette territoriale de cette réforme. Est-ce que le facteur continuera, par exemple, à passer 6 jours sur 7 sur le territoire de chaque commune, mais qui ne s'arrêtera pas à chaque boîte aux lettres ? Ou bien est-ce que les quartiers d'une ville ou les villages seront-ils distribués seulement une journée sur 2 ou une journée sur 3 ? Monsieur le Président, je crois que sur ce point de vue, les élus et les concitoyens qui nous écoutent ont besoin d'informations de votre part. Parmi autres questions sur le 6 jours sur 7, le 6 jours sur 7 s'entend-il pour le courrier ou pour le courrier et les colis ? Ce qui, du coup, n'est pas tout à fait la même chose. Parmi les autres mesures annoncées, le remplacement de la lettre rouge par le nouveau service de e-lettre rouge nous rend perplexes. Je vous laisserai évidemment réagir sur ce service. D'un côté, on voit l'engagement de la Poste sur le numérique au travers de vos partenariats avec France Service, au travers de vos efforts sur nos concitoyens les plus éloignés du numérique, puis tout d'un coup apparaît la e-lettre rouge. Voilà. Alors, je ne veux pas paraphraser de vilaines expressions qui se sont mises dans la presse, mais on vous a accusé, voilà, d'inventer l'email payant. Donc voilà, vous nous répondrez à cette assertion. Monsieur le Président, quel est donc l'objectif et l'ambition poursuivie par la mise en œuvre de ce nouveau service qui a suscité, on va dire, de la perplexité ? Vous le comprenez, au travers de ces premières interrogations, nous exprimons ici la crainte d'une réduction déguisée du service public postal. Nous comprenons, et d'ailleurs un rapport du Sénat est allé dans ce sens, nous comprenons la nécessité de restructurer tout ce service, l'adaptation à l'évolution des usages, mais nous ne voulons pas que cela se fasse au détriment de vos obligations légales de service public. Dernière chose, nous avons des inquiétudes bien sûr en matière de distribution de la presse. Nous avons ici quelqu'un qui y est confronté directement et qui ne manquera pas de vous poser des questions, j'en suis sûre. La réforme dite Gianesini ayant été validée par la Commission européenne, les mesures proposées devraient rapidement entrer en vigueur, favorisant le portage plutôt que le postage. Pourriez-vous nous détailler les nouvelles mesures qui seront mises en place dès cette année et confirmez-vous que la presse va bien continuer d'exercer sa mission de service public de transport et de distribution de la presse dans les prochaines années? Confirmez-vous que la distribution du journal se fera le matin et non pas dans la journée avec d'autres services de type colis? Monsieur le Président, je vous cède sans plus tarder la parole pour répondre à toutes ces questions dans l'ordre qui vous conviendra naturellement le mieux. Et ensuite, je donnerai la parole à nos experts. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je crois que depuis 10 ans, rarement cette audition n'est aussi bien tombée et je veux vous remercier de cette invitation. En effet, lorsque l'on dirige une entreprise publique et qu'on a déjà été 3 fois confronté pour son processus de nomination à votre commission, car cela a été mon cas, il est très important pour nous de vous rendre compte. Et c'est tout l'objet de mon attitude vis-à-vis de vous aujourd'hui. Je dois dire qu'en juillet dernier, en juillet 2022, quand nous avons pris la décision de changer la lettre rouge, j'étais totalement conscient de toucher à un objet totémique de la République et complètement conscient des difficultés de communication, des critiques qui arriveraient. De ce point de vue, je n'ai pas été déçu. Par contre, et je vous le dis sincèrement, j'ai été très surpris de la polémique sur le 6 jours sur 7 et sur le passage quotidien du facteur. Pour une raison simple, c'est qu'il est faux, c'est un mensonge de dire que le facteur ne passe plus tous les jours et que nous allons remettre en cause le 6 jours sur 7. Et je le prouve. La première chose, c'est que, bien sûr, s'il y a 3 fois moins de lettres, 6 milliards, contre 18 milliards en 2008, le facteur s'arrête moins souvent. Mais par rapport à votre très bon questionnement, Madame la Présidente, si je peux me permettre, chaque fois qu'il y a soit une lettre à date, soit un journal, soit un colis, soit une lettre recommandée, soit la distribution d'un médicament, soit la distribution d'un repas, le facteur s'arrête. Il s'arrête. Et toute notre stratégie, et pardon de radoter, car là, je vous l'ai répété à plusieurs reprises, c'est le 6 jours sur 7 quotidien sur la totalité du territoire.
Et j'ai un souvenir très précis, je ne veux pas désigner la sénatrice, qui m'a posé en 2013, lors de mon premier passage devant vous, la question du passage du dimanche. Je n'y ai pas vu un piège et j'avais répondu ce que je vous réponds à nouveau. S'il faut passer le dimanche parce qu'il y a un besoin de la population, nous passerons le dimanche dans des conditions particulières au travail le dimanche et nous trouverons les volontaires par centaines de facteurs qui seront prêts à aménager leur travail. Donc, la Poste reste attachée aux 6 jours sur 7. C'est le cœur de sa stratégie, je vais vous le montrer. Elle s'arrête partout quand il y a un objet à distribuer, comme le chauffeur de bus s'arrête quand quelqu'un veut descendre ou que quelqu'un veut monter. Par contre, si personne ne veut descendre et personne ne veut monter, le chauffeur de bus ne s'arrête pas, sauf pause technique indispensable, liée à sa biologie. D'accord ? C'est la même chose pour nous. Il y a donc notre volonté, je vais être encore plus précis par rapport aux questions posées ex ante, notre volonté c'est de continuer 6 jours sur 7. On ne fait pas 5 jours sur 7 comme les Britanniques, les Portugais, les Norvégiens, les Autrichiens, 6 jours sur 7 et passer partout sur le territoire. Il y a une chose qui est très impressionnante. En 2008, quand il y avait 18 milliards de lettres, le facteur livrait 80% des points de distribution sur le territoire. Donc il ne s'arrêtait pas devant 100% des blocs d'adresses ou des adresses, 80%. Là, aujourd'hui, c'est 48%. S'il y a moins de lettres, il y a moins d'arrêts. Mais notre stratégie, c'est de nous arrêter, je le dis, le plus souvent possible. Et c'est la raison pour laquelle nous ne renonçons pas aux 6 jours sur 7 et nous ne renonçons pas au passage quotidien. C'est la raison d'être de toute notre stratégie. Pourquoi ? Parce que nous avons rajouté à la lettre, dont le volume est en pleine attrition, du colis, des visites de lien social. Par exemple, dans la Mayenne, nous avons passé un accord avec le conseil départemental de la Mayenne, présidé par Olivier Richefou, où les facteurs avec l'ADMR font les fameuses visites de convivialité sociale que vous avez décidé vous-même dans le PLFSS 2023 sur l'APA. Donc, la Poste va garder le 6 jours sur 7. J'ai l'impression là d'être un peu lourd, mais je pense qu'il faut l'être. La Poste va garder le 6 jours sur 7. C'est le cœur de sa stratégie et ce qu'elle cherche, c'est à s'arrêter le plus souvent possible. Parce que plus elle s'arrête, plus ça veut dire qu'elle nourrit les tournées de ses facteurs et plus elle nourrit les tournées de ses facteurs, plus elle protège l'emploi des facteurs. C'est ma responsabilité de patron. Et donc, nous allons continuer à le faire. De ce point de vue, et j'y reviendrai, j'invite tous les élus que vous êtes à favoriser les autres volumes d'affaires que les facteurs peuvent apporter en plus de la lettre. Car l'avenir de nos emplois de facteurs ne va pas passer par la lettre. C'est ça que je partage avec vous. Enfin, car cette question m'a été posée par un sénateur, la Poste n'a aucune intention de remettre en cause les quartiers lettres de nos facteurs. Qu'est-ce que c'est un quartier lettre ? C'est que le facteur a une tournée dans un village ou dans une ville, c'est la sienne, il la connaît par cœur, il connaît tout le monde. En ce moment même, et je n'ai pas peur de l'avouer, nous avons une baisse de la qualité qui est liée au fait que le nombre d'intérimaires est très important depuis 2 ans et demi. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que la Covid a frappé les facteurs comme tout le monde et que quand on a des milliers de malades, on ne remplace pas des malades par des CDI, on les remplace par des intérimaires. Dès l'année 2023, avec le reflux de la pandémie, nous allons très sensiblement, on parle de milliers, réduire le nombre des intérimaires. Et pourquoi est-il si important de garder les quartiers lettres ? C'est que les facteurs y sont attachés et surtout les clients, et donc vous y êtes très attachés. On a sa factrice et son facteur. C'est la base du 6 jours sur 7 et du passage quotidien. Et je dois dire que cette polémique m'a surprise, d'autant que dans son rapport, et je veux le souligner, le sénateur Chaise, accompagné de 2 autres sénateurs, avait lui-même théorisé le fait que le timbre rouge n'était pas soutenable pour la Poste. Et après avoir réaffirmé que nous voulons passer tous les jours, 6 jours sur 7, et que nous sommes à la recherche de nouveaux flux pour nourrir les tournées de nos facteurs, je veux en venir au fameux timbre rouge. Le timbre rouge, en fait, sa disparition sera citée comme un fait historique.
parce qu'elle nous concerne tous. Mais maintenant, parlons des chiffres. Il faut y revenir quand on est dans une entreprise. Et de ce point de vue, le rapport de votre commission nous fournit tous les éléments. Il y avait en 2008 4,25 milliards de lettres rouges échangées par an dans notre pays. 4,25 milliards. L'année dernière, 275 millions, dont 75 millions de lettres rouges envoyées par les ménages. Il y a 30 millions de ménages en France. Vous faites vite le calcul, 2 lettres rouges et demie par ménage et par an. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les millions de Français n'aiment plus le timbre rouge, mais pour les besoins d'urgence, ont trouvé d'autres modes de communication. Et le pire, si on était resté à 275 millions, je crois que nous n'aurions pas bougé. Mais le pire, c'est que ça baisse de 80 par an. C'est-à-dire qu'en 2022, il y en a eu 275 et qu'il y en avait plus de 380 millions en 2021. Faites le calcul, dans 4 ans, il n'y en a plus du tout. Et quand vous êtes chef d'entreprise et que vous savez que dans 4 ans, il n'y en aura plus du tout, eh bien, la seule façon de faire, de notre point de vue, c'est d'assumer ses responsabilités en disant « je vais arrêter un service dont les Français ne se servent plus que très marginalement ». Il y a bien sûr, et Madame la Présidente, merci d'avoir cité ce chiffre, qui est également dans votre rapport sénatorial, une économie considérable sur plusieurs années. C'était pointé par le rapport de votre commission. On parle de 500 millions d'euros. Ce qui me permet, Madame la Sénatrice, puisqu'on en a parlé tout à l'heure juste avant la séance, de redire que la suppression de la lettre rouge ne sonne pas le glas du service public. Il sauve le service public qui n'aura plus 500 millions à dépenser pour une lettre qui n'est plus utilisée. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi cher? Eh bien parce que la nuit, nous prenions ces lettres rouges, nous les envoyions dans 300 tournées nationales, genre Strasbourg-Bordeaux, et dans 3 avions qui ne fonctionnaient que pour la lettre rouge. Coût absolument considérable. J'en viens également, parce que je sais que vous y êtes très attentif, à la dépense carbonée. Ce très faible flux de lettres représentait 25% de la dépense carbonée du courrier. Et donc, industriellement, j'assume, et si j'avais à reprendre la décision, je la reprendrais, d'avoir proposé la fin de la lettre rouge, qui n'est plus utilisée. Et c'est l'un des paradoxes, et comme vous êtes des hommes et des femmes politiques, vous vivez dans ce paradoxe. Les gens aiment la lettre rouge, ils n'en écrivent plus. Comme nous... Mais c'est la réalité, c'est la réalité. C'est comme les marchés. Ils aiment la lettre rouge, ils n'en écrivent plus, et le patron de l'entreprise, il prend la seule décision nécessaire, qui est d'arrêter de la transporter. Alors ensuite, dès lors qu'on a franchi l'idée que industriellement, il fallait supprimer la lettre rouge. La question, c'est comment on fait? Et je veux vous parler très clairement du choix qui était sur la table. Il y a 2 choix à ce moment-là. Le premier choix, c'est de se tourner vers la population en disant il y avait une lettre rouge, pour envoyer des nouvelles à J+1, il n'y en a plus. Circuler, il y a rien à voir. Première solution, je l'ai considérée. Deuxième solution, dire que si vraiment il y a un besoin absolument urgent et que quelqu'une ou quelqu'un tient absolument à envoyer un message pour le lendemain, on a fabriqué la lettre hybride, la e-lettre rouge. Alors, elle est compliquée, mais comme on n'a plus de lettre rouge, on a inventé quelque chose qui permet d'envoyer un message. On me dit alors, et c'est exact, ça introduit une fracture numérique entre ceux qui vont le faire sur leur smartphone et sur Internet, sur laposte.fr, et ceux qui ne sont pas capables de le faire. La Poste a réponse à ça. Il faut à ce moment-là prendre son courrier, je prends un truc, aller au bureau de poste, le faire scanner, et il est distribué le lendemain. Je sais que c'est compliqué, mais c'est la solution que nous avons proposée. Entre rien et ça, nous avons proposé ça, et je dois dire, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, que si j'avais à le faire, je le referais. Et après, je vais vous dire... Attendez, s'il vous plaît. Je vais vous dire ensuite ce qui va se passer. Soit nous trouverons 5 à 10 000 personnes par jour qui utiliseront ce service, et on continuera de le maintenir. Soit personne n'en voudra, et alors je dirais, on a proposé aux gens de se servir de ça, ils n'en ont plus besoin, et on supprimera cela.
Mais vraiment, j'assume aussi le fait de ne pas avoir dit aux gens, il n'y a plus aucune solution. Il y en a une, elle est moins satisfaisante, mais les besoins devenaient tellement marginaux que j'espère que ça va fonctionner. Aujourd'hui, cette e-lettre rouge est utilisée 3500 fois par jour. C'est pas beaucoup, mais de toute façon, dans 4 ans, comme il n'y avait plus de lettre rouge, ce sera plus que ce qui restait. Donc voilà sur la lettre rouge. Je comprends que ce soit très symbolique. Et vous voyez, et depuis maintenant plus de 9 ans, nous avons l'habitude d'échanger. Quand je vous dis, nous perdons 12 milliards de lettres, c'est un chiffre fort et je sais bien que ça vous impacte, mais c'est théorique. Quand je vous dis, la Poste a perdu 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'équivalent du chiffre d'affaires de la RATP, la totalité, perdue, ou la totalité du chiffre d'affaires de Dassault Systèmes, une des plus belles entreprises numériques du pays, c'est théorique. Le résultat de ces pertes-là, pour la première fois, devient concret, c'est que la lettre rouge s'en va. Mais c'est la traduction dans notre vie quotidienne de ce qui se passe, c'est-à-dire que les volumes ont été divisés par 3. Et c'est ça qui s'est passé, et je pense que c'est ça qu'il fallait faire si on veut maintenir un service public. Et de ce point de vue, je veux à nouveau vous remercier pour votre soutien, puisque, Madame la Présidente, comme vous l'avez signalé, maintenant, et tout a été budgétisé, on ne passe plus ni par le compte du livret A, ni par une dépense fiscale sur la CVAE. La totalité des aides de la Poste passe par le budget. Il se monte à 1,1 milliard, dont je vous remercie, et dont je me permets tout de même de souligner, et là les rapports sénatoriaux et le rapport de Jean Launay l'ont montré, le coût global est quand même de 1,5 milliard. Le coût global est d'1,5 milliard. Nous sommes compensés de 1,1 milliard. Je ne veux pas insister. Mais ça vous montre aussi que parfois une critique, c'est vous voulez faire de la rentabilité sur le service public. On en est très loin. À 500 millions d'écart, on est très loin de la rentabilité. Et je vais vous avouer que ce n'est pas un de mes objectifs. Si on pouvait compenser et équilibrer les choses, ça me suffirait. Je reviens donc sur les points pour répondre aux questions saillantes. Nous allons continuer à passer partout sur le territoire. 6 jours sur 7, nous ne demandons aucun aménagement comme la plupart des autres postes. Et nous cherchons le plus possible de services et de produits pour nous arrêter le plus souvent possible et donc garder l'emploi sur les territoires. Et comme j'étais vendredi, je l'ai dit avant le début de notre réunion en Ardennes, à Charleville, j'ai vu à quel point, dans le rural, le passage du facteur est clé. Ah bah oui. Et c'est à ça que nous devons nous employer. Donc voilà ce que je peux dire sur ce sujet, ce qui nous conduit aux missions de service public. Nous venons de sortir à l'instant, et ce n'est peut-être pas un hasard, un communiqué de presse avec l'AMF et l'État sur la signature par nous 3 d'un nouveau contrat tripartite triennal entre l'État, l'AMF et la Poste. Il emporte, à la demande des élus, des modifications majeures. Ça a été une excellente négociation. Chacun des partenaires a cherché à avancer sur ses propres thèmes et nous sommes, je pense, avec le ministre Bruno Le Maire et avec David Lisnard et André Léniel, du côté de l'AMF, satisfaits du résultat auquel nous sommes arrivés. Qu'est-ce qu'on peut annoncer de majeur comme avancée du service public ? Car je vois bien que dans vos critiques, il y a aussi le fait que vous avez le sentiment qu'on assiste à un abandon progressif et que c'est ça qui vous inquiète. Et je le comprends. Ce que nous annonçons dans ce contrat, c'est que nous allons ouvrir dans les 18 mois 1000 bureaux de poste le samedi ou le jour du marché en semaine. C'est une demande récurrente de l'AMF. On est en train d'y répondre. On a 7500 bureaux de poste. Il y en a à peu près 1500 qui ne sont pas ouverts le samedi. On va massivement les ouvrir pour montrer aux gens que la Poste cherche à ouvrir lorsqu'il y a de l'affluence. Et c'est un point majeur du contrat, obtenu par les élus et accepté par nous-mêmes parce qu'il va dans le sens du service public. Nous nous engageons également, sous le contrôle de l'AMF, à limiter de manière considérable à quelque chose qui vous gêne beaucoup et qui gêne nos clients, c'est les fermetures intempestives de bureaux de poste. Pourquoi y a-t-il ? Pour expliquer pourquoi il y en a plus aujourd'hui qu'hier. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a plus de bureaux de poste où il y a une seule personne, qui a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait très peu de bureaux agents seuls.
C'est le nom postal du bureau solitaire, si j'ose dire. Comme il y en a plus, quand la personne est malade, et il y en a eu beaucoup avec la Covid, on ferme. Là aussi, on a mis en place un plan spécifique, et ça répond d'ailleurs aux demandes de votre rapport sénatorial. On a également, pour les élus, complètement stabilisé les plans d'ouverture estivale. Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on en a eu de plus? Eh bien, nous intégrons dans ce contrat, pour la première fois, la notion de fréquentation. Et nous considérons que la fréquentation devient un sujet commun entre le maire et la Poste. Et que c'est à la fréquentation qu'il faut que l'un et l'autre répondent, puisque s'il n'y a pas de fréquentation, on a du mal à ouvrir les bureaux de poste. Donc ce contrat de présence postale territoriale, à travers l'ouverture à venir, le samedi et le jour du marché en semaine, fait un pas majeur d'ouverture du service public. C'est la façon de vous montrer que nous sommes extrêmement attentifs à ces missions de service public. Et puis, pour ne pas abuser de votre patience, je voudrais rassembler tout ça dans ce que, depuis 10 ans, sous votre regard, nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire prendre à 260 000 personnes et à l'entreprise la plus ancienne de ce pays un tournant stratégique. Il y a 15 ans, la Poste tournait autour de la lettre. La lettre abandonne la Poste dans l'histoire. Ce n'est pas la Poste qui ne veut pas écrire. Moi-même, je suis un écrivain quasi frénétique. J'envoie énormément de cartes de vœux. Ça ne suffit pas à redresser les chiffres. Mais je le sais. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que je vous en parle. Eh bien, nos efforts, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, nos efforts ne suffisent pas. Et ce qui doit nous rassurer, c'est que dans toute l'Europe et dans le monde entier, les lettres plongent. Nous sommes en train de prendre ce tournant et nous pouvons en juger ensemble. Lorsque la Poste est créée par la loi Quilès-Rocard en 90, 70% du chiffre d'affaires, c'est de la lettre. J'arrive dans le groupe fin 2010, Jean-Paul Bailly avait évidemment largement commencé le travail, c'est 41% du chiffre d'affaires. À la fin de l'année 2022, ce ne sera plus que 17% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que ce tournant, nous sommes en train de le prendre. Nous sommes en train de le prendre avec les postières et les postiers, parce qu'à la fin du jour, si la Poste est appréciée et aimée, c'est grâce à elle et grâce à eux, les factrices et les facteurs connus sur tout le territoire, raison pour laquelle, je le redis, monsieur le sénateur, nous n'avons pas l'intention de remettre en cause les quartiers lettres. C'est la base de notre organisation. C'est la base de l'organisation. Et puisque vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, nous n'avons aucune intention de remettre en cause la distribution du journal. Il y a par contre, et c'est comme ça qu'on discute ensemble depuis près de 10 ans, une chose que je ne peux pas vous promettre, c'est de passer le matin, si vous donnez à matin la définition d'un espace-temps qui se termine à 12 heures. Si c'est ça votre définition, je ne peux pas vous le promettre. Pourquoi ? Parce que dans les bouts de tournée, dans les bouts des tournées, on est au-delà de 12 heures. Et alors, pourquoi est-on au bout de 12 heures aujourd'hui et ne l'étions pas il y a 15 ans? Pour une raison simple, c'est que les tournées se sont allongées. Elles se sont allongées parce qu'il y a moins de facteurs et beaucoup moins de lettres. D'accord ? Les lettres ont diminué de 2/3, le nombre de facteurs n'a diminué que de 1/3. Et surtout, toute la tournée aujourd'hui ne tourne plus du tout autour de la lettre. La tournée à la Poste tourne autour du colis. Parce que nous sommes devenus une entreprise de colis. 17% de lettres. En chiffre d'affaires, le colis, c'est 51%. La Poste est devenue une entreprise de colis. Et par définition, le colis, ça arrive plus tard. Si le colis arrive plus tard, les facteurs embauchent plus tard. S'ils embauchent plus tard, ils partent plus tard. S'ils partent plus tard, ils rentrent plus tard. Et c'est la raison pour laquelle nous nous engageons, et j'ai entendu un sénateur pour lequel le service ne fonctionnait pas en rural, à distribuer évidemment le journal tous les jours et à nous arrêter tous les jours, mais je ne peux pas m'engager, Madame la Présidente, à passer avant midi. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et comment se fait la distribution du journal en France ? Et on a un responsable, au moins de quotidien, dans la salle. Un peu plus d'un tiers est distribué en kiosque. 1/3 est distribué par les porteurs, 1/3 est distribué par les postiers.
le tiers des postiers, c'est que du rural. Dans les villes, dans les grandes villes, il n'y a plus du tout de distribution par la poste. Mais en rural, comme les tournées commencent plus tard, eh bien, elles ne passent pas nécessairement partout avant 12 heures. En fait, le vrai horaire, Madame la Présidente, c'est pas 12 heures pour les Français, c'est 13 heures et le journal, l'ex-journal de Jean-Pierre Pernaut. Et je me souviens d'une discussion avec Jean-Michel Baillet, je peux les partager avec vous, qui n'était pas content parce que trop de journaux arrivaient après que Jean-Pierre Pernaut ait commencé son journal télévisé. Bien sûr. Mais je veux quand même dire que la plupart des journaux arrivent avant 12 heures, mais quand on part 1h30 plus tôt, on se décale. Ça, je ne peux pas vous le promettre. Et d'ailleurs, ce serait pas correct de vous le promettre. C'est quoi le volume d'ailleurs des abonnements, enfin de la presse? La presse, c'est un volume important, c'est à peu près un tiers de nos volumes. C'est une part majeure du déficit résiduel sur lequel je n'avais pas, Madame la Présidente, l'intention de revenir. Les 500 millions, mais vous m'y forcez. On perd à chaque exemplaire, nous, c'est pas pour vous faire pleurer que je le dis, on perd 40 centimes. On perd 40 centimes chaque fois qu'on remet un quotidien. Même après la réforme Gianesini. Et là encore, le rapport sénatorial l'a montré. Donc vous voyez que c'est une économie quand même très contrainte. Je reviens sur le tournant. Le tournant que nous sommes en train de prendre, il doit permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et cette année, on devrait gagner plus d'1 milliard, comme l'année dernière. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts parce qu'ils sortent la semaine prochaine. Et on n'a pas eu notre conseil d'administration. Je pense que pour la Commission des affaires économiques du Sénat, c'est une bonne nouvelle qu'une grande entreprise publique comme cela gagne de l'argent. J'avance, hein, voilà, premièrement. Non, on en gagne. 1 milliard, c'est bien. Voilà, on fait ce mouvement. Et la diversification, vous l'avez dit, c'est la seule réponse à l'attrition du métier historique. Le groupe est devenu un groupe diversifié, colis, courriers, journaux, services. Où est-ce qu'on en est de nos fameux services lancés parfois sous les moqueries en 2013? Eh bien, ils vont faire 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas encore gagné. Et il y a un service dont nous sommes extrêmement fiers et sur lequel il faut qu'avec les associations et les élus, nous allions beaucoup plus loin, c'est le service de livraison de repas. Ce que je sais, ça je le sais, de mes voyages du vendredi, et dans la période récente, c'était Charleville-Mézières, Laon et le Blésois, ce sera bientôt la Corrèze, c'est que c'est un service qui se développe partout, soit sur base du CCAS, soit sur base associative. Et ça, nous devons en devenir le leader. Et vous voyez bien, je reviens à la question du 6 jours sur 7, Madame la Présidente, si nous sommes le leader de la livraison de millions et de millions de repas quotidiens, eh bien les tournées sont sauvées, pour le dire autrement. Et donc c'est ça vers quoi nous allons. Il y a 5 ans, la Poste livrait 0 repas quotidien. À la fin de l'année dernière, 3. L'objectif de cette année, c'est 5 millions. Et par exemple, dans le Blésois, où on l'a visité, il y a aujourd'hui 7 tournées totalement dédiées à la distribution des repas. Dans la ville de Nice, qui a des caractéristiques particulières, en termes d'âge moyen de ses habitants, 17. C'est factuel, Madame la sénatrice. Vous avez la première des Niçoises ici, attention. Hein. Je reviens au fait. 17 tournées sont totalement dédiées au repas. Donc si vous me demandez quel est l'avenir des facteurs, et tous les vendredis, c'est la question des facteurs, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est plus de services, plus de colis, et un peu de logistique supplémentaire parce qu'on est en train de prendre de la logistique industrielle. Et vous le voyez bien que ça fait évidemment fusion avec mon argument essentiel. Le sujet, c'est pas de passer moins, c'est de s'arrêter le plus souvent possible. Et ça, il faut le trouver avec les élus sur place et avec les associations. Ce qui est remarquable dans le service de convivialité sociale que nous faisons dans le cadre de l'APA en Mayenne, c'est que le département a ses agents, il utilise la DMR et il utilise la Poste. Ce que je veux dire, c'est que les besoins tirés du vieillissement de la population sont tels qu'il y aura de la place pour tout le monde. Et je pense qu'il est mieux que ces services soient assurés par des factrices et des facteurs dans leur quartier lettres que par une filiale d'un fonds de private equity de quelque nationalité qu'il soit. Voilà ce que je me permets de dire, même si la Banque postale finance tout le monde dans le pays. Hein, mais je veux l'avoir dit. Donc vous voyez que
Nous restons fermes sur notre orientation stratégique, 6 jours sur 7 quotidienne. Nous voulons défendre nos missions de service public et nous sommes en train de prendre ce virage. Et je voudrais dire que dans ce virage, il y a 2 métiers pour 2030 et 2035. Les services de proximité humaine dont on vient de parler, que ce soit une visite de convivialité pure, si j'ose dire, comme dans la Mayenne, de livraison de médicaments, de livraison de repas, ou de prévention au travers du bien vieillir. En ce moment même, il y a un travail partout au Parlement, au CNR, sur le bien vieillir. Il y a là une infrastructure humaine à travers les postières et les postiers qui est exceptionnelle, parce qu'elle connaît la totalité du territoire. Ça, c'est une partie de l'avenir de la Poste. Le tournant, on est en train de le prendre et il faut le réussir. Et puis le deuxième, vous y avez fait référence, c'est le numérique. Car, fort de la confiance tangible qu'ils ont accumulée et qu'ils font vivre avec les Français, les postiers peuvent bénéficier d'une confiance numérique. On a confiance dans Digipost, notre coffre-fort électronique, parce qu'on a confiance dans la Poste, sa factrice et son facteur. Digipost, nous sommes devenus le premier coffre-fort électronique en France. 9 millions de Digipost. Et j'espère que nous allons passer les 10 millions cette année. Premier point. Deuxième point, l'identité numérique. Ah, je vois que vous l'avez, Madame la Présidente, c'est bien. Alors, là, maintenant que la Présidente m'a mis au défi, il faut quand même que je vous montre le mien. Parce que sinon, ça ne fait pas sérieux. Voilà, alors moi, j'ai aussi Digipost. Je vous le recommande pour tous les éléments de votre vie numérique. L'identité numérique, nous sommes le seul détenteur d'une identité substantielle. Et vous avez été vous-même, dans les travaux du Sénat, très attentif aux difficultés du compte personnel de formation et des escroqueries. Avec le gouvernement et la Caisse des dépôts et consignations, nous avons mis entre le compte personnel de formation et le client l'identité numérique de la Poste, et les escroqueries ont fondu pour ceux qui ont une identité numérique. Donc le numérique, ne croyez pas que ce soit marginal dans notre avenir. C'est central. Et DocaPost, notre filiale numérique, là encore, sera à pas loin d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et nous allons continuer à investir parce que si on a confiance dans la Poste, on a confiance dans le numérique de la Poste. Et je pense qu'on aura un chiffre d'affaires considérable dans les années à venir. Et donc, au moment où on se retournera sur notre histoire, on dira, je l'espère, que nous avons été capables, sous votre contrôle et en vous rendant compte, de faire prendre à cette entreprise le tournant économique qu'elle doit prendre. C'est ça qu'on est en train de faire. Et dans ce tournant, le mouvement est toujours guidé par le passage quotidien 6 jours sur 7, mais le timbre rouge était un moment de l'histoire. Et comme les gens ne l'utilisent plus, eh bien, on l'a laissé et il accompagne ce tournant. Le but, c'est bien ça. Une entreprise qui reste une entreprise de service public, qui se développe, qui est capable de croître et qui est capable de tenir les missions de service public auxquelles vous êtes si attachés. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à toutes vos questions, mais je pense qu'elles vont maintenant arriver les unes après les autres. Et dans cette affaire du timbre rouge, il y a tout sauf de la surprise. Car si on a lu le rapport, pardon d'y rendre à nouveau hommage, mais le rapport de votre commission, on sait ce qui devait se passer. C'était écrit et c'est normal que c'était écrit parce que tout ça, c'est très industriel et nous l'avons fait quand il fallait le faire. Voilà, Madame la Présidente, à ce stade, mes réponses. Monsieur le Président, comme vous l'indiquez, il y a beaucoup de questions et donc je vais donner la parole aux 3 auteurs d'abord du rapport. Je vais commencer par Patrick Chaise, ensuite Pierre Louot, Rémi Cardon. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Président pour ces propos liminaires qui, comme toujours, sont parfaitement détaillés et complets. Je me permettrai néanmoins de revenir sur quelques questions donc de précision, notamment sur le déficit des missions de service public. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous détailler mission par mission les déficits constatés et en regard les compensations qui sont obtenues? En effet, il apparaît que selon la source, il y a un mélange qui n'aide pas à la transparence et à la compréhension de ces différentes missions. Ainsi, l'ARCEP indiquait lors d'une audition à la Commission supérieure du numérique et des postes un déficit de 1,7 milliard pour le seul service universel postal. Sur la mission de contribution à l'aménagement du territoire,
donc en 2023, un nouveau contrat de présence postale territoriale doit entrer en vigueur. Les négociations sont terminées, vous nous l'avez annoncé. Vous nous avez donné effectivement votre assentiment sur ce contrat. Pensez-vous que ce contrat est une bonne formulation de renouvellement, puisqu'on a un cycle de 3 ans pour le rediscuter? Sur ce point aussi, le Parlement a besoin davantage de transparence. Il me semble que des garanties essentielles doivent être préservées. Vous en avez évoqué certains. Mais je voudrais, moi, évoquer la conservation du pouvoir de veto pour les maires dans le cas de transformation des bureaux de poste implantés sur le territoire de leur commune. Sur les compensations, je voudrais savoir si elles vous paraissent adaptées. Sur la seule mission aménagement du territoire, l'estimation de l'ARCEP est au double de la compensation. Qu'en pensez-vous? En fait, sur le contrat de présence postale, êtes-vous satisfait de la négociation passée, même si vous l'avez déjà évoqué? Pouvez-vous nous exposer des points sur lesquels peut-être des avancées n'auraient pas eu lieu et seraient souhaitables pour la Poste? Et pensez-vous que la sous-compensation a des effets sur la qualité de ces avancées attendues? Je reviendrai rapidement sur le timbre rouge. Vous le savez, Monsieur le Président, la nouvelle réforme de ces timbres postaux suscite de nombreuses critiques et interrogations. À titre personnel, je pense que cette réforme est justifiée, sous réserve que le courrier continue de distribuer 6 jours sur 7, comme vous l'avez précisé, et que les lettres recommandées et les titres de presse puissent continuer à être distribués en J+1 sur l'ensemble du territoire, et que le J+3 soit réellement respecté. Je crois que c'est sur ce point qu'aujourd'hui, il y a une attention particulière. Une question un peu particulière qui est demandée par ma collègue Martine Berthet, qui m'a chargé de vous la poser, c'est la livraison des colis en étage. Est-ce que le facteur va pouvoir, notamment pour les personnes âgées, amener le colis directement au lieu d'habitation plutôt que de le laisser dans la boîte aux lettres qui se situe en bas? Sur le contrat d'entreprise, oui. D'accord. C'est des questions courtes quand même. Oui, vas-y. Tu l'as remarqué, Madame la Présidente. En 2023 doit également entrer en vigueur le nouveau contrat d'entreprise signé entre la Poste et l'État. Ce nouveau contrat est-il prêt? Et quelles en sont les principales orientations et les principales nouveautés? Merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Patrick. Pierre Louot. Oui, Monsieur le Président, c'est vrai que lors de notre travail en commission, nous avions préconisé le développement des services de proximité de la Poste pour réduire le déficit. On doit bien reconnaître que l'avancement vers ce service de proximité n'est pas aussi rapide qu'on le souhaitait, que vous le souhaitiez. Et je voulais vous demander si vous aviez entrepris un travail avec les gens dont c'est le métier ou dont c'est le financement, les conseils départementaux, les associations locales de maintien à domicile. Je crois qu'il y a obligatoirement une complémentarité. Moi, je vois, par exemple, dans mon village, eh bien, il y a une voiture qui apporte les repas de la SAD et il y a le facteur qui passe tous les jours. Bon, c'est pas cohérent, c'est pas économique, ça va pas dans le sens d'une nouvelle économie. Je voulais vous demander si vous alliez entreprendre des efforts beaucoup plus ciblés pour développer ces services de proximité. Et vous avez évoqué tout à l'heure le tournant économique par le digital. Je crois qu'aujourd'hui, un des rôles de la Poste, c'est la rencontre des personnes au quotidien. Et c'est ce qu'attendent beaucoup les personnes âgées du facteur. Et il faut le rentabiliser. Il faut le rentabiliser, je suis d'accord, mais il y a souvent un chevauchement qui ne rentabilise pas. Et je voulais vous demander quelle était véritablement votre stratégie, à la fois vers les personnes âgées et vers la silver economy, qui sont différents, mais qui sont deux moyens de rentabiliser votre travail. Merci Pierre. Rémi Cardon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Directeur, j'aimerais déjà mettre un peu de prudence sur vos propos sur le fait que le rapport de la Commission n'exprime pas en faveur le remplacement du timbre rouge par
lettre rouge. Vous avez rectifié au fur et à mesure de votre argumentation, mais tout de même, je voulais le rappeler. Et puis derrière tout ça, du coup, la question que je me pose, c'est, comme vous avez pu préciser dans les auditions de ce rapport, qu'il y a eu effectivement la moitié des effectifs en 10 ans qui a été supprimée au groupe La Poste. Est-ce qu'avec l'arrêt de ce timbre rouge, c'est aussi des perspectives avec des perspectives assez négatives, avec des suppressions de postes derrière? C'est vraiment une question que je me pose. Ou alors, il y a des reconversions de la formation pour orienter sur des nouveaux services. Et donc là aussi, j'aimerais faire un focus sur ce qu'on avait échangé suite aux expérimentations qui ont été conçues par votre groupe sur le aller vert, avec l'approche à domicile en matière pour détecter en tout cas la précarité énergétique ou encore sur la fracture numérique. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être amplifiées? Parce que pour l'instant, c'est des expérimentations sur des territoires donnés, mais est-ce qu'il y a des perspectives plus réjouissantes pour travailler sur l'ensemble du territoire français? Et puis, question très courte, est-ce que vous avez pris connaissance de la proposition de loi de Jean-Claude Tissot sur l'accessibilité et l'inclusion bancaire, puisque là encore, il y a aussi une proposition de loi qui a été déposée il y a quelques mois qui pourrait changer la donne pour vous aussi sur ce sujet. Merci beaucoup, Rémi. Je vais proposer au président de répondre à ces premières questions. On va prendre les très nombreuses autres questions. Très bien. Et je crois effectivement que dans la mesure où les 3 sénateurs ont travaillé, je les en remercie, sur notre entreprise, il est important de prendre leurs questions. Monsieur le sénateur Cardon, je n'ai jamais dit que vous aviez préconisé la lettre rouge. Jamais. Et d'ailleurs, j'ai moi-même dit, la première décision, c'est mettre fin à la lettre rouge. Et après, comment le faire? La voie que nous avons choisie est plus compliquée, elle fait un peu plus de bruit, mais elle va peut-être se révéler utile. Ça, je ne le sais pas. C'est les usagers qui vont choisir. Sur les suppressions de postes, bien sûr, il y a eu des suppressions de postes dans notre entreprise. Comment pourrait-il en être autrement lorsque les facteurs distribuaient 18 milliards de lettres et qu'ils n'en distribuent plus que 6? Le modèle social, c'est la reconversion interne. C'est un modèle massif qui fonctionne bien. Lorsque vous visitez, et j'espère qu'on pourra organiser une telle visite, la nouvelle plateforme colis de Montreux-sur-le-Jard, qui est vraiment en haut de la technologie, eh bien, la plupart des gens qui sont là sont d'anciens facteurs. Et une autre entreprise n'aurait pas fait ça. Elle aurait adressé cette main-d'œuvre à Pôle emploi. Ce n'est pas comme ça que nous faisons. Et je pense que ce pacte social est d'ailleurs reconnu à l'intérieur de l'entreprise. Tout le combat, et c'était la raison pour laquelle je parle bien d'un combat, nous souhaitons nous arrêter plus souvent encore dans le futur, c'est de nourrir les tournées de facteurs d'autre chose que la lettre, puisque la lettre est condamnée au déclin. C'est tout notre sujet. Alors, nous avons mené énormément d'expérimentations et votre question sur l'amplification est la question clé pour les nouveaux services dans les années à venir. Contrairement à beaucoup de choses, ces nouveaux services ne sont pas relatifs à une mission nationale. Ils dépendent pour la plupart des collectivités locales. Et par exemple, bien sûr, et c'est également une question posée par monsieur le sénateur Louot, ça dépend de chacun des conseils départementaux. Et donc, on a trouvé un accord avec la Mayenne, mais il faut le multiplier par 102. C'est ça notre sujet, vous voyez? Alors, comme on est partout, on s'y efforce, mais il y a des différences de tonalité et de tonalité, je ne vais pas dire autre chose, sur le territoire avec les 103 conseils départementaux. Parce qu'ils ont d'autres organisations, d'autres priorités. On a par exemple dans les Landes, avec le conseil départemental, l'animation conjointe entre le conseil et nous-mêmes d'un village Alzheimer. Mais là aussi, il faudrait le multiplier par 102. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez noté tous les 3 que ça ne va pas assez vite. Je suis d'accord avec vous. Nos syndicats le disent, ce qui est une excellente nouvelle pour le patron que je suis. Mais après, il faut vendre et convaincre. Vous voyez, c'est un conseil départemental, ben, il faut le convaincre parce qu'il a ses priorités, etc. Alors, on le fait en Mayenne, on le fait dans l'Eure, on le fait mais on n'est pas partout. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas une seule politique nationale. Il faut le jouer département par département. Et pour la livraison de repas, c'est CCAS par CCAS. Donc on ne parle plus de 103 compétitions commerciales. On parle de 6 000 à 7 000 compétitions commerciales.
Mais nous allons le faire. D'ailleurs, la preuve, c'est que cette année, nous allons en distribuer 5 millions. On en distribuait 0. Mais il faut que vous conceviez, comme moi, et je vois que vous êtes au moins aussi impatient que moi, que ça prenne un peu de temps. Au total, tout de même, pour tous les trois, je veux vous le dire, nos nouveaux services faisaient 0 million d'euros de chiffre d'affaires en 2013. Ils vont faire 700 millions en 2022. Alors, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Il y a de tout. Il y a le code de la route que vous avez utilisé et autorisé. Il y a les économies d'énergie qui se développent très bien. Il y a les repas et les médicaments. Mais rien ne remplacera la puissance de la distribution de la lettre. Et pour ça, il nous faut du temps. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, prendre un tournant, c'est comme dans la vie réelle, ça prend du temps. Sinon, on sort de la route. Donc, c'est ça le sujet. L'expérimentation, exactement comme chacun de vous trois, moi, j'aimerais bien que ça aille plus vite et qu'on massifie. Le débat en ce moment, et qui passera devant vous, sur l'organisation du bien vieillir, va évidemment être une occasion en or. C'est-à-dire qu'il y a peu d'organisations sur le territoire qui aient cette capacité de contact et de rentrée à domicile chez tous les Françaises et tous les Français. Ça, ce sont les factrices et les facteurs. Et donc, il y a un enjeu absolument clé au cours de cette année. Sur la livraison des colis à l'étage pour Patrick Chaise, en fait, Patrick Chaise, ça dépend. Pourquoi? Non, mais attendez. Si l'ascenseur est en panne ou pas. Mais voilà, il y a dans certains quartiers du pays, les habitants nous demandent de laisser les colis au bureau de poste parce qu'ils ont peur que les boîtes aux lettres soient visitées avant leur propre passage. Dans d'autres, le facteur monte. Dans d'autres, il ne veut pas monter parce qu'il veut retrouver sa cargaison à son retour, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Et tout ça, vous le savez, vous êtes des élus de terrain, vous le savez. Mais on est confronté à ça. On est confronté à ça. Je veux redire, et ce n'est pas anecdotique, que notamment dans l'espace rural, les factrices et les facteurs sauvent plusieurs centaines de personnes par an, avec les services de secours, les toubibs et les pompiers. Vous voyez, donc, je ne peux pas répondre autre chose qui soit honnête et qui soit « ça dépend ». Mais l'idée, c'est bien d'aller à la porte des gens. Et l'accent que nous mettons sur la livraison des repas, c'est ça. Le repas, on ne va pas le laisser dans la boîte aux lettres. Hein. Ça ne va pas le faire. Donc, on va aller chez les gens. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, vous m'aviez posé la question des missions de service public. Monsieur le sénateur, je vais vous donner les chiffres que j'ai, moi. Je ne suis pas sûr que ce soit les chiffres définitifs. Voilà. Alors, l'accessibilité bancaire, on aura une compensation de 321 millions et nous estimons, nous, que nous avons un déficit net de compensation de 73. L'aménagement du territoire, nous allons recevoir 174 plus 3, ce qui devrait faire 177. Nous estimons que nous avons un déficit net de 150 millions. La distribution de la presse, nous allons recevoir 84 millions. Nous estimons que nous avons un déficit net de compensation de 197. C'est conforme à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce qui coûte le plus cher. Et le service universel postal, nous avons recevoir 520 millions d'euros et nous avons un déficit de compensation strict d'une vingtaine de millions d'euros. Voilà les chiffres que nous avons, nous. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Sur le J+2, je rappelle qu'au timbre rouge a succédé le timbre turquoise qui vous permet, en plus d'avoir un suivi, c'est le J+2, et la lettre verte qui était J+2 est devenue J+3, donc la Poste contribue à distribuer des lettres et avoir des beaux timbres. Sur le contrat de présence postale territoriale avec l'AMF et l'État, nous sommes satisfaits de ce contrat. Pourquoi? Parce que c'est un compromis. Qu'est-ce que nous aurions pu avoir de plus? Je ne le sais pas, parce que je ne sais pas ce que nous aurions été obligés de céder en plus. Il y a un moment où on fait un compromis, et c'est un bon compromis. Et, monsieur le sénateur Chaise, sur le veto du maire, on n'a pas bougé. C'est fondamental qu'il y ait un veto du maire. Je vais même plus loin, car ce veto du maire, c'est quelque chose que nous avons négocié avec François Baroin à l'époque. La Poste n'y était pas favorable. La Poste, j'entends, les dirigeants opérationnels sur le territoire étaient pour une version la plus étroite possible du veto.
Ce n'était pas ma vision. Pourquoi? Parce que je considère qu'il ne peut pas y avoir de réorganisation si on n'est pas d'accord avec le maire. Et donc le veto, systémiquement, force à trouver un accord avec les élus. Et je m'en félicite. Je reviens enfin, parce que, Madame la Présidente, vous l'avez glissé sur les 68 expérimentations courrier de tout à l'heure. Comme il ne s'agit pas de changer le passage quotidien, mais c'est la bonne foi, hein, on a pensé que c'était un truc complètement technique. Et on s'est dit, on ne va pas déranger les maires pour quelque chose de technique. On les a vus tous les 68 depuis, hein, à cause du bruit médiatique. Mais vous savez, tous les 2 ans, on réorganise les tournées des facteurs. Et c'est un des éléments de l'usure pour nos facteurs. Tous les 2 ans, on revoit leur tournée. Pourquoi? Parce qu'en 2 ans, les volumes ont baissé de 20% et qu'il faut réajuster. Mais quand on change les tournées, on ne va pas prévenir le maire, c'est de l'opérationnel, vous voyez? Mais justement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et comme le 6 jours sur 7 et le passage quotidien n'est jamais expérimenté, on est allé voir les maires pour les rassurer sur ce point. Voilà l'idée qu'on peut dire. Donc, il n'y a pas d'expérimentation au sens du passage quotidien. Il y a de l'expérimentation. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes en rural, la fusion des flux, c'est beaucoup de journaux, on est en rural, un peu de colis et un peu de lettres, et des services. Quand vous êtes en urbain, il y a des tournées qui ne font que des lettres. Et donc, l'organisation n'est pas la même. C'est la raison pour laquelle, dans l'expérimentation, il y a Plohermel, il y a Pamiers, il y a Lyon, 3e arrondissement. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir. C'est ça qu'on expérimente, c'est pas autre chose. Très bien, Monsieur le Président, je vais commencer le grand tunnel des questions. Je vais demander à mes collègues d'aller à l'essentiel, bien sûr, parce que vous êtes très très nombreux, et d'éviter, si possible, et si vous le souhaitez, les redondances. Voilà. Fabien Gay, ensuite Guylaine Pantel. Monsieur le Président, Directeur Général, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, Monsieur le Sénateur. Jusqu'à ici, oui. Ah non, mais même après, ça ira très bien. Ça ira toujours. Non, mais on a du débat et c'est ça l'essentiel. 2 questions. La première, sur le timbre rouge, je ne reviens pas sur la polémique. Moi, elle ne m'intéresse pas sur l'email payant, etc. Mais le timbre rouge, c'était la promesse républicaine qu'on écrivait, le lendemain, on l'avait. Et vous le savez, vous l'avez dit, c'est un totem, mais vous êtes chef d'entreprise, vous devez prendre des décisions. Entreprise publique, donc équilibrer les comptes, mais aussi faire du service public. Mais moi, je trouve qu'il y a une contradiction. Pour le groupe La Poste, je me permets de le poser ici. Parce qu'on est dans une compétition où, par exemple, la livraison du colis, le matin, je peux commander sur mon iPhone, le soir, je suis livré. Et vous prenez une décision, c'est de dire... pour le coup, la lettre, vous allez l'envoyer aujourd'hui et vous allez le recevoir dans 3 jours. Et pareil pour le colis. Non mais je dis ça, je trouve qu'il y a une contradiction. Si on veut être compétitif, puisque vous parlez rentabilité, compétitivité, on est dans une compétitivité. Et aujourd'hui, moi ce que j'entends d'une entreprise publique, c'est qu'elle remplit sa mission républicaine, mais qu'elle soit aussi compétitive. Et voilà, et je dis ça, et qu'en plus, on voit livraison de colis sur Chronopost, je prends mon département... Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est lamentable. Je le dis, on ne peut pas me répondre, il y a des problèmes, on ne va pas livrer, alors qu'Amazon livre toute la journée. Et la moitié des colis arrivent en état pitoyable, et moi-même, régulièrement, j'ai des colis défoncés ou regardés. Et en plus, à chaque fois, on n'a pas le papier dans la boîte aux lettres, il faut aller à la poste centrale. Moi, je peux me le permettre, mais je pense à celles et ceux qui sont en difficulté pour se déplacer. Donc là, il y a, je me permets de vous le dire, je trouve une contradiction. Et la deuxième chose, je ne vais pas le plus loin, on aura le débat, mais si j'étais éditeur de presse, il y aurait un peu de débat. Voilà, non mais je vous dis ça parce que vous dites ça nous coûte. Ça coûte aux éditeurs de presse. Oui. Ils vont être de moins en moins, et vous le savez, indemnisés pour cette question-là. Non mais voilà. Et il y a une question, c'est qu'aujourd'hui, les zones peu denses, c'est même pas après-midi ou 13h qui sont livrées. C'est en général, et vous le savez, on a déjà eu ce débat, pour 30%, en tout cas, de celles et ceux qui sont abonnés aux journaux, ils ne reçoivent pas le journal dans la journée. Et donc là aussi, il y a un problème, c'est que vous êtes prestataire, entre guillemets, des éditeurs de presse, dans un partenariat républicain, et on ne peut pas augmenter chaque année le prix
que les subventions baissent pour les éditeurs et que le journal ne soit pas livré. Là, il y a une petite contradiction. Mais nous aurons l'occasion, dans d'autres circonstances, de redébattre. Je vais vous répondre, monsieur le sénateur, tout à l'heure, sur ce sujet. Très bien. Guylaine Pantel, ensuite Micheline Jacques. Monsieur le Président Val, vous nous avez dit que la suppression du timbre rouge sauvait le service public, mais va supprimer combien d'emplois, de facteurs, que ce soit des emplois de distribution ou des emplois dans les plateformes de courrier. Ensuite, vous nous avez dit aussi que il faut envoyer, enfin, à la place, il y avait une e-lettre rouge. Mais il faut se rendre dans le bureau de poste. Encore faut-il que les bureaux de poste soient ouverts, parce que nous avons dans nos non, pour ceux qui ne peuvent pas, avec la fracture numérique, pour ceux qui ne peuvent pas le faire par internet, il faut se rendre dans les bureaux de poste. Mais les bureaux de poste dans tous les départements ruraux, je vous parle de la Lozère, mais tous les départements ruraux et hyper ruraux de France, je pense, sont dans la même situation. Il y a beaucoup de fermetures inopinées. Voilà, dans les bureaux de poste. Donc c'est un vrai problème, parce qu'il faut. Vous savez très bien comment sont la géographie des départements ruraux. Il faut prendre sa voiture et se déplacer, faire des fois des demi-heures de route. Donc c'est très compliqué. Et pour ce qui... la modernisation des services nécessite parfois un accompagnement donc, des usagers. Pour réduire la fracture numérique, ces dernières années, la Poste a investi pour déployer de nouvelles structures comme France Service au sein de son réseau. Serait-il possible pour que vous nous communiquiez le nombre de bureaux de poste labellisés France Service et combien sont encore en projet? Voilà, merci. Merci, Président. Merci Guylaine. Ensuite Micheline Jacques et ensuite Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, la loi de finances pour 2023 a permis une évolution importante pour le soutien au pouvoir d'achat des ménages ultramarins et la continuité territoriale des services postaux. En effet, la franchise de taxation à l'octroi de mer et à la TVA pour les colis qui font l'objet d'envois non commerciaux par la Poste est passée de 205 à 400 €. C'est une bonne mesure qui devrait faciliter les envois d'effets personnels et familiaux et les échanges quotidiens entre l'Hexagone et les territoires ultramarins. Monsieur le Président, cette mesure est-elle désormais opérationnelle? Est-elle appliquée par vos services chargés du dédouanement des colis? Et je me permets par ailleurs de préciser que si cette mesure va dans le bon sens, l'enjeu est désormais celui d'une évolution des frais pour les envois commerciaux, le développement du e-commerce dans les territoires demeurant fortement pénalisé. Merci beaucoup Micheline. Evelyne Renaud-Garabédian et ensuite Dominique Estrosi Sassone. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, j'ai deux questions à vous poser qui concernent les Français que je représente dans le monde. Ils accèdent à l'ensemble de leurs démarches administratives via la plateforme France Connect. L'identité numérique de la Poste est pour eux l'un de ces moyens de connexion. Mais malheureusement, elle n'est possible aujourd'hui que dans une quarantaine de pays. Elle n'est pas toujours fonctionnelle dans les pays où elle fonctionne, notamment au Canada. Et elle devait être étendue à 49 pays en 2022 et à peu près dans tout le territoire mondial à partir de 2023. Qu'en est-il du calendrier du déploiement de l'identité numérique et son fonctionnement réel hors de France? Ma deuxième question, pour simplifier les démarches et digitaliser les services, la Poste propose la possibilité d'ouvrir un compte bancaire grâce à cette identité numérique. Les Français qui vivent à l'étranger se voient régulièrement fermer leur compte bancaire par les banques, en grande majorité, en raison de la réglementation qui vise à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pouvez-vous nous indiquer si nos compatriotes français vivant à l'étranger peuvent utiliser ce nouveau service bancaire? Et si oui, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec l'un de vos collaborateurs pour que nous puissions en discuter avec lui? Merci. Merci beaucoup Evelyne. Dominique Estrosi Sassone, ensuite Daniel Laurent. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Directeur Général, deux questions. L'une sur l'actualité colis de la Poste. Le groupe a signé le 7 février 2023 un partenariat avec la CMA-CGM et plus particulièrement un accord avec Géopost, l'outil de livraison de la Poste, et la CEVA Logistique pour le transport des colis.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos attentes et les enjeux de ce partenariat, qui somme toute bien sûr est très récent? S'agit-il plutôt d'une nouvelle stratégie de livraison au dernier kilomètre dans les départements français, ou bien d'un renforcement de la Poste à l'international? Et puis une question sur le bouclier bancaire. Le ministère de l'Économie et des Finances avait promis un bouclier bancaire pour 2023 et les banques s'étaient engagées en fin d'année dernière à limiter la hausse des frais. La Banque Postale est en tête du classement puisque c'est l'établissement bancaire le moins cher dans 6 régions métropolitaines. Toutefois, en novembre dernier, une enquête Monevox avait indiqué l'absence de régulation pour les frais bancaires, notamment les frais de succession, où certaines opérations coûtent plus cher d'être mort que vivant, où les transferts sont gratuits. Le Sénat a adopté une proposition de loi tout récemment pour renforcer la protection des épargnants. Et au cours de l'examen de ce texte de loi au Sénat, il y a un amendement qui a été voté à l'unanimité qui encadre les frais bancaires de succession en supprimant les frais en cas de clôture d'un compte inférieur à 5 000 €. Le gouvernement s'est opposé à cet amendement, expliquant qu'une négociation était en cours avec les banques permettant de négocier des tarifs et de les harmoniser sans légiférer. Alors, est-ce que le gouvernement a dit vrai sur l'aboutissement de cette négociation? Et d'autres sujets sur d'autres frais bancaires sont-ils aujourd'hui en cours de négociation? Merci Dominique. Daniel Laurent, suite Bernard Buis. Oui, Monsieur le Président, deux questions. Vous avez répondu d'ailleurs à beaucoup d'autres. Dans nos territoires, la Poste et les élus travaillent, vous l'avez exprimé, de concert au sein des commissions départementales de présence postale. Dans mon département, d'ailleurs, ça fonctionne bien. Il n'en demeure pas moins que les élus sont toujours très attentifs et très préoccupés sur les points suivants. L'horaire des bureaux de poste, ça c'est un point essentiel. L'accessibilité bancaire, et vous n'en avez pas parlé, la dépose de distributeurs automatiques. Et dans le milieu rural, c'est important. Ma deuxième question, ça concerne la Commission européenne. La Commission supérieure du numérique et des postes a rendu un avis le 14 décembre 2022 sur le bilan du dispositif des conseillers numériques lancé il y a 2 ans avec pour objectif de proposer un accompagnement individuel et des ateliers d'initiation numérique. Dans ses recommandations, la Commission propose d'associer plus étroitement la Poste au dispositif afin que son rôle soit mieux reconnu, notamment en matière de détection et d'accompagnement. Elle recommande également que les collectivités soient mieux associées à l'exercice de concertation qui sera piloté par la MEDNOM, médiation numérique, que les fonds européens soient davantage mobilisés ou encore que soit identifié le bon niveau de pilotage du dispositif entre les bassins de vie et la région, sachant que les départements sont souvent les mieux placés pour détecter les besoins. Qu'en est-il, Monsieur le Président ? Merci beaucoup, Daniel. La parole est à Bernard Buis, ensuite Anne-Catherine Loisier. Merci, Présidente. Merci, Monsieur le Président, pour vos propos clairs, nets et précis. La Poste poursuit son investissement dans la décarbonation de sa flotte. Plus de la moitié de vos véhicules seront prochainement électriques. Avez-vous fixé une date pour avoir une flotte intégralement électrique ou décarbonée ? Voilà une question directe. Merci Bernard. Anne-Catherine Loisier, ensuite Anne Chain-Larché. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. 2 questions complémentaires à celles posées par mes collègues, puisqu'un certain nombre de dispositifs, au moment où on s'était vu pour les examens budgétaires, a été suspendu à des décisions de la Commission européenne. Donc, s'agissant du déficit du service postal, qu'en est-il à ce jour? Est-ce que la Commission a validé les dispositifs? De même pour la réforme du transport et de la distribution de la presse. Quelles sont les perspectives, et notamment pour les zones rurales, montagneuses ou peu denses? Merci. Merci. Anne Chain-Larché, ensuite Françoise Ferrat. Oui, Monsieur le Président, je réitère les propos que je vous ai tenus tout à l'heure au sujet des dysfonctionnements que l'on peut constater, notamment en secteur rural. Les colis, comme le disait tout à l'heure notre collègue Fabien Gay, arrivent et ne sont pas toujours en bon état, voire même ils sont en piteux état. D'autre part, effectivement, la suppression du timbre rouge nécessite pour certains courriers qui doivent arriver rapidement d'aller dans les bureaux de poste, mais en secteur rural, ça pose un problème, tout simplement celui de la mobilité. Et pour finir, en ville, lorsqu'un colis est déposé à un recommandé accusé de réception,
la signalisation de l'endroit où on peut aller le chercher n'est pas toujours faite, ce qui fait que la personne va se rendre au bureau de poste en pensant que c'est le bon endroit, là où on l'enverra après le bureau de poste dans un commerce où il y a un point postal. Donc tout ça n'est pas encore au point et vous pensez bien que ça peut poser des problèmes, évidemment à ceux qui travaillent, mais aussi aux personnes âgées, à tout le monde. En bref, le service est mal assuré dans ces cas-là. Merci. Françoise Ferrat, ensuite Daniel Grémillet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous n'avez pas évoqué les points de contact postaux. En octobre 2018, dans cette même salle, nous évoquions avec vous ce point précisément. Et vous avez là aussi précisément évoqué le chiffre de 17 232 points de contact postaux, parmi lesquels 8 000 bureaux de poste traditionnels, 7 000 agences postales communales et le reste constitué d'environ 1 500 commerces en zone rurale. Monsieur le Président, 17 232 en 2018, combien aujourd'hui ? Une deuxième question, vous évoquez 1000 ouvertures supplémentaires le samedi. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur cette nouvelle organisation? Parce que nous y sommes particulièrement attachés en zone rurale, vous l'avez bien compris. Et ailleurs aussi. Daniel Grémillet et ensuite Patricia Schillinger. Oui, merci Présidente. Monsieur le Président, Directeur Général. 3 questions. La première, effectivement, l'enjeu du portage des repas à domicile. Une question complémentaire, c'est est-ce que la Poste peut s'intéresser ou pas au circuit court, donc relation directe territoriale. Deuxième question, enfin pas question, mais d'appuyer l'importance, vous l'avez évoqué, des discussions avec les maires, parce qu'on est très souvent sollicité et on se rend compte après coup qu'effectivement la fermeture parfois donne des solutions meilleures après, lorsqu'on a une bonne organisation avec une amplitude importante. J'insiste sur la préparation de ce passage d'une fermeture à un autre service. Autre question, Bernard a posé la question de la décarbonation. Je sais que les flottes, et vous en faites partie, peuvent être source de progrès. On a un défi dans notre pays, on parle de la mobilité électrique. Moi, je voudrais vous parler de la mobilité véhicule hydrogène. Est-ce que la Poste peut ou pas l'imaginer, parce que ça sera un vecteur absolument essentiel d'industrialisation de cette nouvelle mobilité. Et puis, dernière petite remarque, Président, l'expérience, puisqu'il y a des collègues qui vont être renouvelables en 2023, pour l'avoir vécu en 2020, quand même, parfois, c'est choquant de voir qu'on constate qu'avec des timbres, plus d'une centaine de lettres ne sont jamais arrivées à leur destinataire. Alors, est-ce que c'était le Covid? Mais je le dis parce que je n'ai pas été le seul et sans aucune explication. Merci. Merci Daniel. Patricia Schillinger et pour terminer, Michel Bonus, sauf s'il y a d'autres demandes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur. Ce n'est pas la première fois que je pose cette question. Elle est depuis quelques années certainement redondante et j'ai des collègues qui sont aussi élus en zone frontalière. Vous savez que je suis dans le Haut-Rhin, donc proche de la Suisse. Nous rencontrons effectivement de gros problèmes de recrutement. Vous savez que la Suisse, avec minimum 3 500 francs suisses de salaire et maintenant un SMIC à 4 500 € vers Genève, fait en nous une zone vraiment de désert, je dirais, de personnel. Et ce qui entraîne aussi tous vos projets que vous avez de lien direct avec soit les personnes âgées, soit la livraison de postes. Est-ce que vous anticipez, parce que bon, c'est assez récent l'augmentation du salaire minimum, mais vous dire que vraiment on est très 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 inquiet dans nos secteurs alors qu'on est un bassin de vie de plus de 80 000 habitants et aussi des entreprises très présentes autour de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Merci Patricia. Michel Bonus. Toulon. Merci, merci Président. Je voudrais relever le tour que j'ai fait avec les maires du département du Var, c'est déjà s'ils peuvent prendre partie à la cartographie que vous mettez en place sur notre département, parce que pour vous aider et pour partager avec vous, et après un partenariat qui est remonté avec bien entendu la Poste et les maires pour pourquoi pas mutualiser les ressources. Voilà le retour qu'ils me font. Très bien. Plus personne n'a de questions. Il y en a déjà beaucoup.
Monsieur le Président. Je remercie d'ailleurs mes collègues de la variété voilà, des sujets qui sont abordés dans cette seconde partie d'audition. Monsieur le Président, à vous. Merci, Madame la Présidente. Cette variété, c'est le reflet de la diversification du groupe. Dans la réalité, vous le voyez bien. Je pense qu'il y a 40 ans, on aurait parlé lettres et services financiers de la Poste, même pas banque postale. Donc le tournant, il vient aussi à travers votre questionnement et j'ai entendu vos remarques justifiées sur des problèmes de qualité de service. Je vais y revenir. Je vais peut-être commencer par les départements d'outre-mer où je veux remercier le Parlement d'avoir apporté la solution à notre problème. Car en passant devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, avant le vote de la loi de finances, nous nous sommes vus reprocher de prélever des frais d'une part et surtout d'exiger le paiement de la TVA ou de l'octroi de mer en dessous d'un certain seuil. Et je m'étais permis de répondre aux législateurs, changer le seuil et on prélèvera moins. C'est ce que vous avez fait, donc ça va nous simplifier la vie. Premier point. Et je veux le redire, ce que nous faisions, c'est ce que vous nous aviez demandé de faire. Vous nous aviez chargé de dédouaner et de prélever les frais. On a dédouané et on a prélevé les frais. Après que les gens trouvent que c'est cher peut-être, mais on a appliqué la loi. Madame la sénatrice, on va continuer à prélever des frais. Il faut qu'ils soient raisonnables, c'est tout. Mais en ayant un seuil de colis à 450, je crois que ce sera plus simple. Et on peut aussi dire que si quelqu'un règle un colis de 450 €, il doit lui rester quelques euros pour payer les frais. C'est un peu le raisonnement qu'on fait quand on est une entreprise. Mais nous avons cette attention particulière au territoire d'outre-mer, où d'ailleurs nous sommes la première entreprise en termes de nombre de personnes employées et aussi en termes, je pense, de soutien aux collectivités locales. Si je viens sur CMA-CGM et l'annonce que nous avons faite, Rodolphe Saadé et moi-même la semaine dernière, en fait, les choses sont assez simples. Le groupe CMA-CGM est en train de devenir un acteur mondial de la logistique. Il est maintenant devenu le premier logisticien français, ce que nous étions auparavant. En France, nous restons concurrents. Ils ont Colis Privé et nous avons Colissimo, Chronopost et DPD. Et c'est la concurrence normale. À l'international, le groupe CMA-CGM a décidé de s'appuyer en matière de dernier kilomètre sur notre expertise de Géopost. C'est-à-dire, lorsqu'il a des flux de colis ou qu'il a des clients qui cherchent une solution de dernier kilomètre, le groupe CMA-CGM peut, il n'y a pas d'obligation, peut s'appuyer sur notre propre livraison. Dans l'équilibre du partenariat, nous-mêmes, nous pouvons nous appuyer sur sa logistique d'acheminement. Et donc, c'est un accord entre deux grands groupes français, compétition en France et coopération à l'international, avec pour nous le savoir-faire du dernier kilomètre sur lequel Rodolphe Saadé, Seva Logistique et CMA-CGM vont s'appuyer. Je pense que c'est un accord gagnant-gagnant dans une compétition mondiale qui, je veux vous le dire, n'a pas baissé d'intensité. Et notre premier client est toujours notre premier concurrent. Vous avez été plusieurs à parler d'Amazon, on y reviendra peut-être. Sur la hausse des frais, Madame la sénatrice, je dois dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des commissions de la Banque postale au cours de l'année 2023. Pas du tout. Elle est déjà la moins chère, elle ne va pas augmenter ses frais. Ça nous coûte extrêmement cher, hein. Et le gouvernement a bien fait ce qu'il vous a indiqué. Il a engagé avec les banques une négociation sur les frais de succession. Évidemment, quand on est banquier, et d'ailleurs plus globalement quand on est une entreprise, on n'aime pas les frais gratuits. Vous voyez comment dire? Ça, on a vu. Ben oui, donc c'est sans doute ça qui va aider le gouvernement à négocier. Il y a une proposition de loi de votre part qui propose que ce soit gratuit. Je pense qu'on l'a compris. Et maintenant, on négocie, mais il y a bien une discussion entre le gouvernement et la Fédération des banques françaises. Sur les horaires et l'accessibilité, vous avez raison. Et c'est d'ailleurs l'engagement, la raison pour laquelle on vient de prendre cet engagement avec l'AMF, qui est, nous considérons que la fermeture inopinée est un vrai problème. On veut le traiter et on veut vous produire des résultats, avons-nous dit à l'AMF, et ça nous engage. Et on va simplifier les horaires. Il y a aujourd'hui, sur la totalité du territoire, 900 formes d'horaires
pour les bureaux de poste. Vous voyez? Donc on va essayer, territoire par territoire, de trouver une solution. Et pour nous, c'est un point majeur. J'ajoute qu'on mesure la qualité de service et qu'il y a une note Google pour les bureaux de poste comme pour tous les services. Et que cette note Google, je dois l'avouer, est en forte progression depuis plusieurs années. En tout cas, on fait très attention à ça. Sur les dépôts dans bureau de poste, là aussi, on a écouté les élus. C'était 150 €. C'est passé à 350 € dans le contrat avec l'AMF précédent. Là, ça passe à 500 €. Pourquoi on ne fait pas plus haut? Parce que la Banque de France souhaite que pour des raisons de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme, on n'augmente pas ces plafonds. Enfin, sur les DAB, et le sénateur Cardon posait aussi la question tout à l'heure, on est très attentif à la question des DAB. On fait un véritable effort pour conserver les DAB. Vous voyez bien que, comme le risque, c'est que les autres s'en aillent pour qu'on reste, il faut jouer ça subtilement quand même. Et quand il y a déjà un DAB dans un village, en général, on n'essaye pas d'en ouvrir un deuxième. Mais en tout état de cause, on considère que c'est un sujet important et on cherche à le gérer partout sur le territoire. Sur la Commission européenne et nos missions, la Commission européenne nous a donné un feu vert sur toutes les 3 missions, presse, aménagement du territoire et accessibilité bancaire, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle dit que les missions de service public sont légitimes. Elle a ensuite une phrase bruxelloise, mais que vous allez tous comprendre. Elle ajoute qu'elles ne sont pas surcompensées, ces missions. Parce que s'il y avait une surcompensation, il y aurait une aide d'État. Je me permets juste de souligner, mais vos petits sourires en coin le montrent, que nous en sommes assez loin pour l'instant. Il y a une mission sur laquelle elle ne nous a pas répondu précisément, c'est la mission de service universel postal, parce qu'elle a besoin de temps, mais elle nous a quand même autorisé à le percevoir de l'État à travers la loi de finances. Ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible que nous ayons un feu vert, parce que sinon, voilà, mais je ne vais pas m'engager à la place de la Commission européenne. La discussion se passe bien et on a même pu parler avec eux de l'idée, peut-être, un jour, d'une mission d'intérêt général ou de service public sur l'exclusion numérique et sur le vieillissement de la population. On a dit, si les pouvoirs publics, le Parlement, le gouvernement, allaient dans ce sens-là, la Poste serait prête à le prendre. J'ai eu beaucoup de critiques sur les colis en piteux état, et donc je ne peux pas dire autre chose que je vous présente mes excuses quand ça vous est arrivé. Le niveau de qualité moyen qu'on mesure est plutôt en hausse. On vous donnera l'évolution de la NPS, mais de toute façon, le score de qualité n'a aucun sens. Quand c'est son colis qui est en mauvais état, peu importe les scores de qualité. Simplement, là où il y avait 80 millions de colis il y a 20 ans en France, il y en a 500 millions. Donc les sources de désagréments sont plus nombreux. Sur la signalisation, Madame la sénatrice, vous avez raison. Là, il faut qu'on soit beaucoup plus précis. Il faut qu'on dise c'est le bureau de poste ou c'est le point de contact. Combien y a-t-il de points de contact à la fin 2022? 17 013. 17 000. Non, mais ça baisse pour une raison simple. Non, mais Madame la sénatrice, je vais vous dire, ça baisse parce qu'il y a des commerces qui font faillite ou qui ferment. Et donc, quand un commerce qui est le RPC dans un petit village, parce que pour qu'il y ait un RPC, il faut qu'il y ait un petit village, fait faillite, il nous faut le temps avec le maire de trouver une autre solution. Je veux le redire, et je pense que vous le savez. Et c'est aussi la raison pour laquelle, à mon avis, David Lisnard, André Léniel et l'AMF ont signé le contrat avec nous. La Poste ne cherche pas une façon habile de filer à l'anglaise dans les territoires. Nous voulons rester dans les territoires. Mais nous voulons y rester de manière durable et équilibrée pour que le groupe ne soit pas chamboulé par ça. Mais on veut rester dans les territoires. On veut rester parce que c'est la mission de la loi que vous nous avez donnée, parce que c'est notre mission d'entreprise, et puis parce que c'est là que vivent les postières et les postiers. Et donc l'enjeu, c'est de garder des emplois dans les territoires. Ça dépend de nous, ça dépend aussi des élus et de l'ensemble des territoires. Alors sur la répartition, Madame la sénatrice, il y a en gros 7 000 bureaux de poste, 7 000 APC et 3 000 commerces. Et ce que nous avons obtenu avec le contrat avec l'AMF, c'est qu'on va gérer ça ensemble. Par exemple, dans un village, et je n'ai pas peur de parler de cet exemple parce que je l'ai en tête,
c'est en Gironde et le nom du village n'a pas d'importance. Il fait à peu près 1000 habitants. La mairie est fermée le samedi. Mais au cœur du bourg, il y a un café, primeur, presse et bar et dépôt de pain où tout le monde passe. Ben, je pense qu'il faut qu'on aille discuter avec le maire pour savoir s'il ne vaudrait pas mieux trouver une autre solution. Vous voyez? Et c'est ça qu'on introduit grâce à ce contrat, le fait de gérer ça. Évidemment, il faut tout mutualiser, ça me paraît clair. Sur la suppression des emplois du facteur, vous voyez bien que toute la stratégie, Madame la sénatrice de la Poste, c'est de s'arrêter le plus souvent possible, de nourrir les tournées de facteurs, et donc on se bat contre le temps et l'attrition de la lettre. C'est toute la stratégie du groupe. On ne cherche pas à s'en aller. Et votre département, pardon de le dire, mais je vais en tirer bénéfice, si j'ose dire, est un département très, très préfigurateur. Avec le conseil départemental de la Lozère, on a un accord où les facteurs viennent le matin chercher les repas dans les hôpitaux qui sont financés par le département pour faire la distribution dans le rural. C'est un excellent exemple de ce qu'on pourrait faire. Il faut multiplier ça par 102. C'est ça le sujet. Vous voyez, on a un bon accord, mais il faut le multiplier par 102. C'est la complexité. Sur la décarbonation, vous avez été plusieurs à poser la question. Je suis absolument désolé d'en être là, mais on est les leaders de la décarbonation. On est, à ma grande surprise, toujours la première flotte de voitures électriques en Europe. Toujours. Les autres nous ont toujours pas rattrapés. Quand est-ce qu'on sera à 100%? Là, pour le coup, il faut regarder les concurrents. Parce que si les concurrents ne nous rattrapent pas, alors il ne faut pas aller trop vite parce que c'est beaucoup plus cher. Et vous le savez, nous avons beaucoup avancé dans la logistique urbaine avec les métropoles. Toutes les métropoles, Paris, Grenoble, Nice, Lyon. Et là, on cherche à attirer les flux vers nous en décarbonant. En tout état de cause, la Poste est l'entreprise logistique dans le monde la plus avancée et la mieux notée en matière de décarbonation. Donc on est très en avance là-dessus et on a l'intention de le rester. Après, il faut que nous continuions à piloter le X% avec le coût que ça a en fonction de la concurrence. Et ça, c'est du pilotage d'entreprise. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, cette question interstitielle. Vous êtes prêt pour les ZFE? Oui, bien sûr. On est prêt pour les ZFE, mais notre expérience, c'est que c'est très compliqué pour le maire. Et on en est conscient parce que dès 2014, on a lancé la logistique urbaine. C'est d'ailleurs pas la première fois que je vous en parle. Et on voit bien que les maires, et c'est quelle que soit leur tonalité politique, ont le même sujet avec les commerçants et tout le tissu économique. Donc c'est difficile. On le voit. Nous, on cherche vraiment à arranger le maire et à faire au mieux. En tout cas, s'il veut, si une maire ou un maire veut décarboner la totalité de sa logistique, la Poste peut le faire. Elle ne pouvait pas le faire il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a un circuit du froid, on a des pondéreux, on est capable de tout transporter en décarboné. Ça, c'est un travail technologique majeur qu'on a fait. Alors, j'avais la question qui a été la première qui m'a été posée sur le timbre rouge. Monsieur le sénateur, évidemment, le totem républicain, je le connais, et approcher le totem républicain, même pour un patron de la Poste, c'est toujours difficile. Simplement, quand le totem n'est plus utilisé, eh bien, l'entreprise doit dire qu'elle doit prendre la décision. Et la réalité, c'est que le timbre rouge n'est plus utilisé et qu'il était en train de disparaître. Sur la compétitivité, on s'efforce d'être très, très compétitif. Vous savez aussi qu'on a une entreprise de livraison dans l'heure qui s'appelle Stuart, qui nous pose d'ailleurs non, mais je n'ai pas peur de parler des problèmes, qui nous pose des vrais problèmes de management social. Et donc, Chronopost et du J+1, j'ai noté que vous n'en étiez pas content, son président va le savoir. La compétition avec Amazon, elle est particulièrement rude. De temps en temps, ils nous donnent les flux, de temps en temps, ils ne les donnent pas. Ils n'ont aucun salarié, Amazon, ils n'utilisent que la sous-traitance. Nous, on a un modèle mixte, mais eux, ils n'utilisent que la sous-traitance. Enfin, si jamais vous étiez un éditeur de presse, qui est de la science-fiction, effectivement, monsieur le sénateur, j'ai dit, et je m'en suis excusé auprès de la présidence, que j'ai dit moi-même que les journaux, on ne pouvait pas tous les livrer avant 12 heures. Je sais vous dire statistiquement combien on en a livré, ça dépend de la longueur de la tournée.
La fin de tournée est livrée après 13 heures même, j'ai pas peur de le dire. Parce que comme on ne fait pas une tournée spéciale dans le rural et en montagne pour le journal, eh bien on arrive à l'écart au-dessus de Sorate, dans l'Ariège où je suis allé, où il y a un facteur guichetier. Je pense que quand la factrice, parce que c'est une factrice, décroche et revient, ben, il doit être 13h45. Mais comme personne d'autre n'est passé à ce moment-là, c'est la seule solution. Je ne sais pas faire autrement. Vous voyez ? Et je l'assume. Et il ne faut pas exagérer. Pour avoir une discussion très fréquente avec le syndicat de la presse quotidienne, nationale et régionale, il n'y a pas les mêmes chiffres de mauvais services, mais on fait très attention à ça. Je crois que c'est important. Sur l'identité nationale et les Français de l'étranger, le problème, Madame la sénatrice, c'est les US Nexus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ben, ça, c'est que dès lors que vous traitez avec quelqu'un qui est citoyen américain, qui a un lien avec les États-Unis, il importe dans sa relation avec vous l'extraterritorialité américaine, à cause de ce concept de nexus. Et alors nous, on est très réticents à ça, parce que ça emporte des pouvoirs de l'administration américaine sur la banque postale qu'on ne souhaite pas développer. C'est la raison pour laquelle on se sent engagé par l'idée de fournir l'identité numérique. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à tenir le calendrier de 2023. Voilà, je vous le dis très directement. Par contre, chaque fois que vous, législateurs, vous préconisez l'usage de l'identité numérique, vous nous aidez à la répandre sur le territoire et vous aidez les Françaises et les Français à se protéger. L'exemple du compte personnel de formation et de ses fraudes montre bien que sans l'identité numérique, on n'y serait pas arrivé. Et donc nous, on est preneurs d'un dispositif, par exemple à l'italienne. En Italie, c'est la Poste qui est chargée de diffuser l'identité numérique. Il y en a 23 millions. Si nous en étions chargés, nous pourrions aller beaucoup plus loin. Évidemment, elle n'est pas chargée gratuitement de diffuser l'identité numérique. Hein, parce que, voilà, il faut compenser les choses. Sur les zones frontalières, Madame la sénatrice, c'est un énorme problème pour le très grand recruteur et employeur que nous sommes. C'est le Haut-Rhin, c'est le pays de Gex. Je peux même partager, parce que c'est toujours important, ça, la réalité, le fait que la tournée 25 de la PPDC de Gex, elle a connu 13 titulaires dans l'année. Patrick Chaise le sait, 13 titulaires. Il y a eu 13 facteurs dans l'année. On mettait un facteur en place, pouf, il partait en Suisse. Alors, comment on fait? Il y a une prime spécifique, mais le maniement des primes quand vous employez 200 000 personnes est un art subtil. D'accord? Parce que où s'arrête le canton de Gex? Où s'arrête la zone frontalière de Luxembourg? Où s'arrête la zone frontalière de Bâle? Vous voyez? Donc, il y a une prime. Et puis surtout, nous avons fait, notamment avec Yannick Imbert, beaucoup d'efforts du côté du logement. Nous pensons que le logement, notamment pour les jeunes, est un élément fondamental de rétention du personnel. Mais on est comme vous, on est coincé. Moi, je pense vraiment que le logement, c'est un sujet majeur et nous cherchons à stimuler Action Logement pour avoir plus de logements pour les factrices et les facteurs. Parce que nous en sommes le premier contributeur. Je me permets de le dire devant le législateur. La première entreprise contributrice de tout le système Action Logement, c'est nous. Alors vous devriez aller plus, Monsieur le Président. Ben, moi, je suis, discipliné. Mais là, je vous fais passer un message. Nous ne sommes pas contents, et je l'ai dit aux dirigeants d'Action Logement. On a des salariés et il faut les aider à se loger dans les zones tendues. Sur le circuit court, Monsieur le sénateur, on essaie de s'y développer. On essaye de s'appuyer sur des commerçants locaux. Et évidemment, ce dialogue entre les APC, la Poste et la gestion de la transformation, c'est tout l'objet du contrat qui vient d'être signé. On a un intérêt à mutualiser ensemble. Maison France Service, on en a 400 sur 2600. Et nous, on est preneurs du plus de maisons de France Service possible, avec un raisonnement simple. Maison France Service, ça veut dire plus de fréquentation. Plus de fréquentation, ça veut dire la stabilité du bureau de poste. Donc je veux vous le redire, monsieur le sénateur, nous, on est preneurs de ça. La flotte à hydrogène, on y travaille et ça ne vous étonnera pas. Il y a une expérimentation à Lons-le-Saunier, c'est pas si loin de chez vous, et où les véhicules sont les véhicules à hydrogène. Simplement, le coût d'un véhicule à hydrogène, même à Lons-le-Saunier, c'est celui d'une Maserati.
tout est compensé, c'est le cas, c'est extrêmement cher, tout est compensé par l'Union européenne, donc on a quand même besoin que économiquement ça tienne la route. Mais si vous voulez voir un véhicule jaune fonctionner à hydrogène, ça existe à Lons-le-Saunier et on est dans tous les projets pour essayer de le développer. Enfin, j'ai noté, me semble-t-il, chez vous tous, la question sur la qualité de service. Je me félicite aussi dans le Var de ce qu'on fait sur la cartographie départementale avec le département et les élus. Vous le voyez bien, vous êtes responsable des territoires. Nous, on veut rester dans les territoires et on veut se développer dans les territoires. Simplement, le constat qu'on doit partager avec vous, c'est que ça ne se fera pas autour de la lettre. Ça va se faire à travers le e-commerce, ça va se faire à travers le colis, ça va se faire à travers la logistique. On est en train de gagner des appels d'offres de logistique pour nos facteurs. Ça va se faire à travers les services. Et ça va se discuter territoire par territoire. Ce qui en fait la complexité par rapport aux politiques publiques d'avant, où on décidait, on déploie ça. Ça, on sait le faire. Mais là, aujourd'hui, il faut le discuter territoire par territoire. J'essaie de voir ce que j'ai oublié. Je ne vois pas trop, là, pour l'instant. Alors, Monsieur le Président, pendant que vous regardez, je donne la parole à Christian Redon-Sarrazy qui a un petit remords. Oui, non, juste un complément. Vous avez répondu en partie à la question de mes collègues Rémi Cardon et Jean-Claude Tissot, mais il y avait un deuxième volet dans la proposition de loi. Vous avez parlé des distributeurs. Oui. S'agissant du droit au compte, aujourd'hui, beaucoup de citoyens éligibles méconnaissent encore leurs droits, car les banques ne jouent pas du tout leur rôle en matière d'information sur le sujet. Le texte de cette PPL, il propose que les missions du groupe La Poste soient complétées et propose de créer un fonds de garantie de la présence bancaire territoriale, fonds qui serait alimenté par les établissements bancaires. Ceci permettrait d'améliorer l'offre spécifique conçue pour les personnes les plus vulnérables avec une autorisation de découvert sans frais, adapté à leurs ressources et un encadrement adapté donc à des tarifs bancaires. C'est une question pour nous d'équité territoriale et de meilleure prise en compte des difficultés de nos concitoyens les plus vulnérables. Je voulais savoir ce que vous pensiez, nous voulions savoir ce que vous pensiez du sujet. En matière d'accessibilité, en matière d'accessibilité bancaire, les choses sont en fait assez simples. Nous sommes la première banque des populations en situation de fragilité sociale. La première. Et je vais vous le dire, nous en sommes fiers. Et d'ailleurs, ce rôle est favorisé par les autres banques qui, en général, les laissent partir vers nous. J'essaye d'être le plus dans l'euphémisme. Hein, voilà. Nous en sommes fiers. Nous sommes la seule banque des exclus. On est la première des fragiles, mais on est la seule banque des exclus. D'accord ? Et d'ailleurs, les SAS des autres banques font que les exclus ne vont pas dans les autres banques. Donc, tout ce qui peut conforter ce rôle nous va. Vous voyez, nous, s'il y a un soutien complémentaire, je disais tout à l'heure en répondant à Patrick Chaise que le déficit que nous notons, nous, de la compensation sur l'accessibilité bancaire est de 73 millions d'euros. Donc, monsieur le sénateur, si vous m'annoncez que ce déficit peut être comblé, le patron de la Poste y est favorable. Voilà, pour être... Il y a quand même un si devant, et qui est justifié. Oui, mais parce que voilà, vous voyez, c'est au gouvernement, c'est au législateur de l'annoncer. Plus globalement, et vous le voyez bien, notre préoccupation, c'est de réussir le tournant stratégique. Faire qu'après-demain, la Poste continue à faire de la lettre, pour ce qu'il en restera, mais aura réussi à garder ces dizaines de milliers de facteurs, parce que d'autres services seront venus nourrir 6 jours sur 7 et par le passage quotidien leur tournée. C'est un vrai combat de l'entreprise. Et c'est celui qu'on mène. Et vous voyez, la semaine dernière, discutant avec un élu de Champagne-Ardenne, il avait, lui, une régie, ou il a aujourd'hui une régie de distribution de repas. Eh bien, on va discuter avec lui. Est-ce qu'on peut reprendre la régie, reprendre le personnel? Qu'est-ce qu'il peut y gagner? Vous parliez tout à l'heure de l'ADMR qui fait de la livraison de repas. Eh bien, par exemple, dans le Vaucluse, on le fait pour elle. Il y a suffisamment de complexité pour que chacun des acteurs, sous le regard des élus d'ailleurs, arrive à trouver sa place. J'ai aucun doute là-dessus. Et vous voyez bien que, au-delà de la banque assurance,
au-delà de notre réseau, qu'on s'efforce de maintenir vivant et en conquête avec les 1000 ouvertures du bureau du jour du marché, sur le digital comme sur les services de proximité humaine, ça va se jouer avec les collectivités locales et avec l'État et donc avec vous. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Président d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions, nombreuses, variées. Et merci de la qualité de vos réponses et de leur franchise merci également. Madame la Présidente. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose. Merci bien. Merci. Merci. Très bien. Petite suspension de séance le temps que je raccompagne le président et nous continuons notre commission. Il y aura besoin d'un texte. D'accord. Comme c'était secret, moi je n'en parle à personne. Il y a lui. Maintenant, il y a lui. Comme on a eu le temps d'en parler, j'ai voulu lui dire. Très bien. Ça veut dire un champ énorme parce que c'est vrai. C'est le mot adapté, oui. Et ça, c'est énorme.